Oyez, oyez, bonnes gens. Oyez, oyez. Avis à la population. Ce soir, représentation théâtrale exceptionnelle dans notre village. Du jamais vu. Un spectacle vivant sur des faits réels qui se sont déroulés tout près d'ici. La troupe a écrit une pièce spécialement pour vous sur le sujet. Et voici, bonnes gens de Cressensac, l'illustre théâtre, les descendants en ligne directe de Molière. Ah oui, oui, oui. Alors, s'agissant d'un procès et d'un meurtre, c'est Lulu qui sera le président de la Cour d'assises. Il aura sa droite à greffier pour s'occuper des questions d'intendance en la personne de Guitou. Pas de procès sans accusation. C'est Bébert qui fera le procureur. Ensuite, nous aurons toute une série de témoins. Fanfan fera Madame Desplat. Fifi fera Front. Cricri la Valère. Margot, Marc de Lénard. Le docteur, par le docteur de la troupe, il a renoncé à ses études pour devenir saltimbanque. Nous n'oublierons pas notre gendarme GG. Et le plus important, Momo, l'accusé la trahi 85 ans. Et enfin, entre serviteur Jeannot, je ferai l'avocat. Laissons-leur quelques instants pour se préparer. Pendant ce temps, il faut que je fasse une annonce. Et une annonce très importante. La production, par souci d'économie, oui, l'éternel problème, a décidé que vous, si, vous avez bien entendu, vous, spectateurs de Gignac, seriez tous les jurés. Je vous demande quelques instants. Pour laisser un petit moment pour se préparer. De patience, s'il vous plaît. Messieurs et mesdames, je réclame toute votre attention. Nous sommes le 4 décembre 1920. La session d'assises du Lac s'ouvre. Tout est à place pour connaître tout de l'affaire du Boulet. Mais je vois qu'il manque le baron Marc de Lénard, châtelain de Cressensac. Le baron est-il arrivé? Mais il faut absolument le faire chercher. Quelqu'un pour le faire chercher? Oui, monsieur, merci. Et il nous manque le principal protagoniste, François Latreille, accusé d'avoir volontairement donné la mort à Joseph Sorel, à Gignac, au lieu dit le Moulin avant sur le Pec des Iours. Deux mots sur François Latreille. Âgé de 85 ans, il est sourd, ne parle qu'avec difficulté notre langue et ne sait ni lire ni écrire. Messieurs et mesdames, remontons l'histoire. Vous êtes le 4 décembre 1920, vous allez tout connaître des faits. Faites entrer l'accusé.
François Latreille, vous êtes accusé d'avoir volontairement et mortellement blessé par arme à feu le 1er octobre 1920 Joseph Sorel. Au surplus, de nombreux éléments de l'enquête permettent de penser qu'il y a eu très certainement préméditation, fait éminemment aggravant. Suite à un différend concernant la propriété du moulin, situé sur la colline des Oules et des terres attenantes, vous étiez en conflit avec la victime. Vous ne supportiez pas que Sorel ose venir occuper les lieux. Après une violente dispute, vous êtes remonté au moulin, muni d'un fusil à piston double, chargé de poudre de mine et de billets métalliques. Vous avez fait feu sur Joseph Sorel à 2 reprises, le laissant pour mort à quelques mètres du moulin. Le fusil a été saisi comme pièce à conviction et remis au greffe du tribunal civil de Gourdon. Vous avez été arrêté et incarcéré le jour même. Le rapport médico-légal d'autopsie, établi par le docteur Ferrière, médecin légiste à Souillac, a clairement établi les causes de la mort. Une blessure au flanc gauche, due à un coup de feu, tiré à très courte distance. François Latreille, vous êtes né le 31 décembre 1835 à Gignac, dans le Lot, de Jean Latreille et Catherine de la Porte, cultivateurs au même lieu. Vous avez donc 85 ans. Vous êtes veuf, père de 4 enfants et illettré. Est-ce exact? Votre victime, Joseph Sorel, est né le 29 novembre 1875, également à Gignac, de Jean Sorel et Marie Dralet. Il avait 44 ans. Sorel, ouvrier boulanger, savait lire et écrire. Il n'avait jamais fait l'objet d'aucune condamnation. Mais depuis quelques mois, il était en rupture d'ouvrage et vivait, semble-t-il, comme un vagabond. Les témoins le décrivent comme un peu déséquilibré et beaucoup de personnes semblaient le craindre et avoir peur de lui. Accusé, pouvez-vous nous exposer les motifs du conflit qui vous opposait à votre victime? Votre révérend, Dites président. bien, votre révérend, oh, pardon, président. Monsieur le président. Oui, oui, monsieur le président. Allez, tu as encore une figure. Mais c'est tout de sa faute, hein. Je suis innocent, Julie innocent. Depuis 5 ou 6 ans, Sorel disait que le moulin était à lui. Eh ben, hier, ça fait 30 ans que je paye les impôts sur le moulin et les friches autour. Ça fait 30 ans que je suis le propriétaire. On peut le vérifier chez Maître Morand, le notaire de Gignac. Et toujours pas dans le impôts sur le moulin et les friches autour. Mentis pas, hein, quand il faut chier des vérifiables. Ah oui, quand il faut chier des vérifiables. Vous étiez le véritable propriétaire. Et alors? Sorel, il faisait des histoires. Il disait que les anciens propriétaires, ils ne pouvaient pas vendre le moulin. Qu'il y avait une part à lui et qu'il avait le droit d'y loger Didi. Cher Bouddha dit Lucana, père le propriétaire. Et il voulait à tout prix habiter Dinouli, surtout quand il était ouvrier boulanger chez Dalle à Zigna, puis chez Delfaux à Créchencha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de propriétaire? Alors, les parents de ce Sorel étaient les anciens propriétaires du moulin. Moi, bien sûr, elle n'est pas d'accord. Et je lui interdisais. Alors, chez Boutard, dis une colère nègre. Et chez Barricada, on dit, plusieurs fois, il avait muré les 2 portes d'Elbouli avec des pierres. Et moi, à chaque fois, venions débrouillard tout le travail à coups de pioche. Alors, il me menaçait de me faire mon offre, comme il disait, si je ne le laissais pas loger Didi. Et que s'est-il passé au matin du 1er octobre? Le 1er octobre, Aubigny que Sorel est de retour.
Alors, moi, je voulais pas faire d'histoire, hein. Je suis en accueil le mouchu de maille, hein, pour lui expliquer mon problème, et veille chez plusieurs fois qu'elle aurait période. Mais le maire n'était pas là. Il n'y avait que l'adjoint au maire, Antonin Fro, à Saint-Bonnet. Je lui ai dit qu'il fallait faire quelque chose, que Sorel était dangereux et que moi j'étais bien décidé à défendre tout ce qui est à moi, même avec mon fusil, Milady. L'autre jour m'a dit d'aimer Colmar, et il m'a dit qu'il allait en parler au maire. Alors, cette visite chez l'adjoint, c'était dans la matinée. Et en début d'après-midi, vous n'avez pas pu tenir et vous êtes monté au moulin. Oui, mon révérend, pardon, mais je ne trouve pas, n'ayez pas l'habitude. Je suis là, sur le coup des 14 heures à peu près, et elle trouva à la porte, côté nord, à demi-murée, borade. Alors, ça m'a énervé, hein. Et tous mes chats, tout débouillard, tout débouillard. Tout à coup, Sorel m'a shooté dessus, et a coup mes chats à Medouna des coups d'épaule. Très bien, calmez-vous. Et il m'a dit, canaille, tu es peut-être vieux, mais justement, assez vieux pour faire un mort. Tu vas voir un peu. Moi, trempant le col, en me regardant avec des yeux terribles, comme mon chevoulio, mais ton là. Ça suffit, après. Sinon, je vous fais le noter. Elle prit peur, ouais. Ah oui, j'ai pris peur. Et je me suis mis à crier, ah, c'est court, c'est court, c'est court, c'est court, c'est court. Je me suis défendu, elle allait vers la maison de la volette, que je trouve de leur trépas mal commis. Et avions pris nos pères pour me défendre. Mais je suis trop vieille, je n'avais pas pu y arriver. C'est bon, la traîne, mais vous n'êtes pas sur une scène de théâtre. Continuez votre récit. Alors, nous Gabriel, nous aides de la volette et chutis de la maison, et il y avait aussi l'orphelin des plats, que portava perroquis. À eux deux, ils ont réussi à me défaire de ce grand velours que me charade. Alors, nous Gabriel m'emmena dans la maison de la volette, permet de là quelques réveils. Mais nous ne pouvions pas m'écoller. On vient des tremblements de partout. Et c'est alors que vous êtes allé chercher votre fusil. Oui, mon général. Mais je ne trouve pas. On vient une bonne fusil que j'utilise pour le sanglier. Oh, ça n'a pas été long, hein. J'habite à une centaine de mètres de chez la Valette. Je suis revenu avec le fusil et Sorel était toujours là devant l'entrée du moulin à mes organes. Il s'est avancé vers moi en me menaçant et au coup mes chats on m'insulta. Et vous n'avez proféré aucune insulte. Moi, j'ai presque rien dit. Il a continué à avancer vers moi et il prit pas. Alors, j'ai pris le fusil.
le vieux mon cas. Alors, j'ai tiré un deuxième coup. Et que s'est-il passé ensuite? Il a fait demi-tour et tourna vers l'oubli intitubé. Oui, et tout bas, dis-nous. Ah, pour sûr, je viens tout cas, Forel. Mais vous ne voulions pas faire ça, vous ne voulions pas faire ça. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. François Latreille, le matin du crime, d'après les dépositions, vous auriez dit à Fro que si Sorel ne quittait pas sa propriété, vous alliez le tuer à coups de fusil. Oui, j'ai bien dit ça. Notez. Vous aviez donc l'intention de tuer Sorel. Quand vous êtes allé chercher votre fusil, c'était pas simplement pour lui faire peur. Nous n'avions pas cette intention dans mon cœur. Et Mélodie, où était pour ça? Je suis bien vieille et il m'a battu. C'est tout de sa faute. Je suis innocent. Je suis innocent. Le matin, quand vous êtes monté à Saint-Bonnet, voir l'adjoint Fro, celui-ci vous a bien dit qu'il en parlerait au maire dès son retour. Il vous a bien dit de ne pas faire de bêtises. Et surtout, de ne pas sortir votre fusil. Et bien sûr, c'est la première chose que vous ayez fait. Et vous avez dit à Fro que vous vouliez arranger cette affaire à votre manière et que vous tireriez sur Sorel si ne quittait pas le moulin. Je me rappelle plus bien, monsieur le révérend. Pardon. Moi, je ne sais plus où j'en suis avec toutes vos façons. Hein. Monsieur le Président, je repose deux questions. Faites. Monsieur le Président, je repose deux questions. Faites, monsieur le président. Je veux bien croire que Sorel a été violent envers vous. Mais vous, n'avez-vous pas été violent envers lui lors de votre dispute? Non, je suis trop vieille, malade, mais Père Morsa est toujours des journées bancales. Après le drame, vous êtes redescendu vers le bout, mais en passant par chez vous, et vous avez rechargé votre fusil. Monsieur le Président, il faut que je vous dise... Dites procureur. Oh, moi je suis perdu, hein. Avec tous ces messieurs de ci, messieurs de ça, faut pas m'embrouiller la tête. Hein. Bref, répondez à ma question. Qu'est-ce que j'ai dit compris ni purée. Je répète, après le drame, vous êtes redescendu vers le bout, mais en passant par chez vous, et vous avez rechargé votre fusil. Je suis plus trop effrayant. S'il était mort, et s'il venait me mettre le feu à la maison, en n'aurions pas hésité, hein, j'aurais retiré dessus. Notez, messieurs, notez. Monsieur le procureur, pas d'autres questions? Et vous, maître, des questions à poser à l'accusé? Non, Monsieur le Président, pas de questions. Je vous remercie, François Latreille, d'avoir répondu à mes questions avec autant de franchise. Regagnez votre place. Je suis innocent. Messieurs et mesdames, vous venez d'entendre la déposition de l'accusé. Vous avez entendu comme moi qu'il ne va même pas voir si sa victime est morte ou pas. Non, il part recharger son fusil et se prétend innocent. Mais pour être complètement éclairé sur notre affaire, voyons maintenant ce qu'en disent les témoins. Soyez attentifs pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Entre en scène notre premier témoin, Antoine Fro, adjoint au maire de Gignac. Greffier, appelez le premier témoin. Antonin Fro, à la barre. Monsieur Fro, vous êtes cité comme témoin. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Pouvez-vous nous relater la conversation que vous avez eue avec Latreille le matin du crime, le 1er octobre? Matin,
la Greille est venue me voir vers 9 heures. Il était très excité. Il voulait que je parle au maire pour lui dire que Sorel était revenu au moulin. Et ils s'étaient à nouveau barricadés dans sa propriété. Il ne voulait pas le laisser faire. Et il m'a dit qu'il allait aller chercher son fusil pour le déloger. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai promis que j'en parlerai au maire dès son retour de Martel. Mais rien à faire. Que pensez-vous de la traite? Tout le monde connaît François. Il se fait vieux, mais malgré ses 5 ans, il est vif et à l'air. Il est vif et à l'air. Il s'emporte souvent et rapidement, mais dans l'ensemble, il a très bonne réputation. Rapidement. Connaissiez-vous la victime, Joseph Sorel? C'était un très bon ouvrier boulanger. Très bon ouvrier boulanger. Mais depuis quelques temps, il déraillait un petit peu. Il ne s'entendait plus avec ses patrons et ne restait plus dans ses places. Il avait comme une sorte d'essai qui livre mental et moral. Il était devenu une sorte de clochard. Il était prévisible et tout le monde avait un peu peur de lui et surtout qui mettent le feu dans les fermes. On disait qui se sentait sécurité. Que pensez-vous du conflit qui opposait les deux hommes au sujet de la propriété du moulin? Le moulin avait été la propriété de la famille Sorel, mais il y a de ça pas mal de temps. Les parents Sorel qui vivaient du moulin ont vu leur activité. C'est ça le propriétaire
parents Sorel sont devenus complètement ruinés. Leur fils Joseph est devenu apprenti, ouvrier boulanger. Et la famille Sorel a dû vendre son bien, le moulin et les terres alentours. Oui. Depuis 1880, paraît-il. En fait, le moulin commençait à tomber en ruine. Et ce qui a été vendu, c'est une friche en broussaille d'une quarantaine d'arbres qui jouxtaient la truffière de la famille, la Treille. Je pense que c'est pour ça que le père la Treille a acheté le terrain pour s'agrandir. Ensuite, il n'est resté plus aucun Sorel sur la côte. Joseph ne s'étant pas marié, a commencé à vivre sans domicile. D'accord. Bon, bref. Vous voulez donc dire que c'est pour ça qu'il cherchait à occuper le moulin? Oui, il est venu l'occuper à plusieurs reprises. Dans sa tête, il était toujours le propriétaire. Et c'est ce qui aspirait la Treille. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Monsieur le Non, pas. vous pouvez... Regardez là. Messieurs et mesdames, continuons les auditions. Vous allez entendre et voir maintenant un témoin direct des faits. Jacques Lavalette, menuisier de son état. Il habite Gignac et précisément sur la colline des Ioules, à quelques dizaines de mètres du lieu du crime. Écoutons-le. Greffier, citez le témoin suivant. Jacques Lavalette, à la barre. Monsieur Lavalette, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous habitez sur la colline des Éoules, à quelques dizaines de mètres du moulin, de l'autre côté du chemin en venant du bourg, et vous êtes un témoin direct du meurtre. Que s'est-il passé? Vers 14 h, j'étais dans la maison lorsque j'ai entendu du bruit qui venait de l'extérieur. Je suis sorti. C'était la Treille et Sorel. Ils étaient excités tous les deux et s'insultaient. Sorel était dans le chemin entre la friche et le moulin. Et la Treille avait son fusil. Sorel a répété plusieurs fois « Mais tire donc !» Un premier coup de feu est parti, sans atteindre Sorel. Suivi quelques instants plus tard par un second. Sorel a porté la main à son côté, en hurlant de douleur. J'ai compris qu'il était touché au flanc. Et vous n'êtes pas intervenu? C'est allé si vite que j'ai dit à la Treille, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Puis il est resté quelques instants sans rien dire. Puis il m'a répondu, bon, j'y vais.
Et puis, ça même aura des Sorel, il a pris le chemin du bourg. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Je suis tout de suite allé voir Sorel, qui essayait tant bien que mal de regagner le moulin. Je lui ai demandé s'il était touché. Il m'a répondu que oui. La balle avait déchiré sa veste et le sang s'est coulé abondamment. Il est tombé une première fois, s'est relevé, a fait quelques pas et puis est retombé. Et vous êtes resté seul avec lui? Non, non, déjà sont arrivés par le chemin qui monte du bourg. Il y avait même monsieur le curé, ce qui a permis qu'on lui administre les derniers sacrements juste avant qu'il ne passe, un peu avant 16 heures. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Je vous remercie, Monsieur le Président. Jacques Lavalette, pensez-vous que ce drame aurait pu être évité? Je pense que cela devait arriver. Sorel voulait habiter dans le moulin et la treille le lui avait maintes et maintes fois refusé. Et pourtant il l'a fait. À votre avis, pourquoi? Je pense que la treille craignait vraiment Sorel. Il le redoutait, il en avait peur. Si ça n'est débarrassé, c'est parce qu'il craignait qu'il vienne le voler, le tuer ou même mettre le feu. Sorel était un homme dangereux, il était un peu déséquilibré. Et si on lui donnait à manger, c'était pour s'en débarrasser, pour qu'il aille voir ailleurs. Vous avez peur de lui, n'est-ce pas? J'avais peur pour moi et ma femme et ma fille lorsque je suis sur mes chantiers. Et comme tout le monde, j'avais peur qu'un jour, ils ne me mettent le feu. Pas d'autres questions, monsieur le procureur? Maître, avez-vous des questions? Non, Monsieur le Président, pas de questions. Je vous remercie, monsieur Lavalette. Vous pouvez regagner la salle. Messieurs et mesdames, vous constatez que Jacques Lavalette était présent à l'heure du crime. Il a donc été un témoin direct. Mais pour vous faire un avis complètement éclairé sur notre affaire, maintenant nous avons un témoin qui peut-être va pouvoir mieux nous éclairer. C'est Anna Taval, veuve d'Esplat, dite Jeanne du Touron. Greffier, appelez le témoin suivant. Anna Taval, à la barre. Madame Taval, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « Je jure ». Je jure. Vous vous nommez Anna Taval, veuve d'Esplat, vous avez 60 ans, vous habitez près du Touron, non loin du moulin. Selon vous, que s'est-il passé ce 1er octobre? Vous pouvez baisser votre main pendant l'interrogatoire. Vers 1h30 de l'après-midi, je montais sur le chemin, sur la colline, près du moulin à vent. Ivy Sorel Diloumouli en train de murer la porte côté nord. À ce moment-là, la treille et Joriba pour la m'empêcher, en débrouillant tout au fur et à mesure. Oh, j'ai du jambe, j'ai chaud disputa, je chaud trop pas belle colle. Oh, pardon, monsieur le président, mais je parle mieux le patois que le français. Au cours de cette dispute, oui, ces deux hommes se sont empoignés. Sorel tenait la treille par le col et la treille avait une pierre dans sa main droite. Avez-vous entendu ce qu'il disait? Chégur, oui, monsieur le juge. Dites pas président, pas juge. Oui, bon, voilà, le président. Sorel disait à la treille, laissez cette pierre et je vous lâcherai. Je me suis donc approché de ces deux hommes, qui tout en se tenant, mon âme vers leur méjoute des lavalettes. Et j'ai dit à la treille, mais laissez donc cette pierre. Et vous, Sorel, mais laissez cet homme bien trop vieux pour vous. Voyant qu'il ne m'écoutait pas, je suis allé chercher le grand Gabriel, le gendre de Lavalette. Et bien, douille, nous les avons séparés. La treille et Jonard vers l'homme et joue des Lavalettes, et Chorel et des Mourats vers le Pelouge. Et oui, il est resté dans la friche. Et que s'est-il passé ensuite? Ben, je n'ai pas assisté au crime, je ne peux fournir aucun autre renseignement. Que pensez-vous de Sorel? J'ai dit Gio que Chorel est un pas où là. Oui, enfin, il était déséquilibré. Et la treille? Oh, la treille est un brave homme, honnête, mais j'en parle violent.
Avez-vous des questions? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Anna Taval, pouvez-vous relater devant la Cour l'incident qui s'est produit le 28 août 1920 et qui ressort de votre déposition faite lors de l'enquête de voisinage par les gendarmes de Souillac après le drame? Oui, Monsieur le Président. Je ne suis pas président, dites au procureur, s'il vous plaît. Oh, mais quoi fait compliqué tout au corps avec mon nom là, mais c'est trop compliqué. Enfin bref, voilà. J'étais partie chez mon amie, la Marie Pradel, qui habite à la gare de Gignac. J'allais rentrer chez moi à vélo vers 5h30 de l'après-midi. Sorel sortait de l'auberge de chez Bossoni, à côté de la gare. Il s'est arrêté devant la maison. Comme ça, tantôt le maison, tantôt le gare. Eh oui, il regardait tantôt la maison, tantôt la gare, comme il ne savait pas quoi faire, ni où aller. Son regard était inquiétant, comme celui d'un halluciné. Alors je suis sortie pour lui parler et lui demander ce qu'il voulait. Et là, Ivy cochait d'une chaumont un couteau. Un couteau? Quelle sorte de couteau? Quelle taille? Oh, Bermounane, un couteau. Aïdal. Anna Taval, un couteau comme ça, vous n'exagérez pas un peu? Non, tout Drubert à la violade comme un couteau de cuisine ou un couteau pour égorger les bêtes. Son air était menaçant. Avec du pas, oui, j'ai eu peur. J'ai crié, j'ai jeté mon vélo et je suis rentrée chez mon ami. Et bien, à ce moment-là, justement, le gendre de la Marie Pradel qui était sorti rentrait à la maison. Mais lui aussi avait vu cet homme avec ce couteau menaçant. Sorel s'est mis alors à débiter toutes sortes de paroles incohérentes, incompréhensibles, mais du genre n'importe quel comme cher au faux lourd. Oh, alors, la Marie Pradel a entrebâillé la fenêtre pour lui demander ce qu'il voulait et lui dire qu'il devait partir. Il a alors couvert d'injures grossières et il lui a dit « Aujourd'hui, je n'ai rien pu faire, vous vous en tirez à bon compte, mais vous verrez, un jour, vous y passerez. » Pensez-vous qu'il était ivre? Je l'ai cru au début, mais non. Déjà romain, on n'erre pas au champ de boulard. Oh non, il n'était pas pris de boisson. Pas d'autres questions, monsieur le procureur? Et vous, maître, des questions? Non, pas de questions, Monsieur le Président. Toutefois, une remarque pour messieurs les jurés. Ces faits démontrent bien que Sorel était devenu fou, ou pour le moins, avait des accès de folie. Merci, maître. Madame Taval, la Cour vous remercie et vous prie de regagner la salle. Messieurs et mesdames, vous avez maintenant une connaissance parfaite des circonstances du drame. Vous pouvez presque déjà vous faire une opinion en votre âme et conscience, comme il vous sera demandé en tant que juré. Toutefois, il nous faut affiner la personnalité de l'accusé. On le dépeint comme quelqu'un d'honnête, mais violent. Qu'en pense son ancien employeur, le baron Marc de Lénard? Témoin suivant. J'appelle le baron Marc de Lénard. Il n'était pas là à l'appel des témoins. Quelqu'un est-il allé le chercher? Monsieur de Lénard est-il arrivé? C'est un scandale! Mais c'est un scandale! 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 Je veux déranger pour une si petite affaire. J'ai déjà répondu aux gendarmes il y a quelques mois quand ils sont venus nous importuner, moi et ma famille, alors que nous nous apprêtions à nous rendre à l'office, à l'église de Tressassac. Calmez-vous, monsieur Lénard. Et venez là-bas. Baron Marc de Lénard. S'il vous plaît, monsieur le président. Nous sommes en République
Et devant le tribunal, les titres de l'ancien régime n'ont pas lieu d'être. Nous gardons seulement les parties. Tenez-nous, votre âge, profession, situation, Marc de Lénard. Je me nomme Marc Emmanuel Marie-Louis de Lénard. 68 ans, propriétaire rentier, n'est-ce pas? Ma famille, alliée à celle de la Tour d'Auvergne, n'est-ce pas, possède près de Tressinsac le château de Chausseneige, qu'on appelle plutôt ici Chausseneige-Joule, n'est-ce pas? Depuis près de 5 siècles, avec, il est vrai, une brève interruption pendant l'horrible période de la Révolution. L'historique de vos ancêtres est ici superflu. Marc de Lénard, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Monsieur de Lénard, vous avez été cité par la défense pour témoigner devant cette barre. Vous connaissiez bien François Latreille. Que pouvez-vous nous dire de lui? Il est exact que je connais l'accusé, Latreille François, président à Gignac, n'est-ce pas? Mais ça remonte à bien longtemps déjà, n'est-ce pas? Il a été à mon service pendant une dizaine d'années, à partir des années 1900, n'est-ce pas? Son emploi était celui de garde particulier, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il veillait à ce que l'on ne braconne pas sur mes terres, n'est-ce pas? Il préparait les chats, soignait les chiens et régulait le gibier, n'est-ce pas? Était-ce la véritable raison pour laquelle vous l'aviez embauché? Oh, je vois bien ce à quoi vous faites allusion, n'est-ce pas? Tout le monde sait dans la région qu'en 1897, un incendie a ravagé en partie le château, n'est-ce pas? Des suites probablement d'un acte criminel, n'est-ce pas? Tout le monde avait peur d'un nouvel incendie, n'est-ce pas? Alors, il est évident que la présence d'un garde armé sur le domaine, patrouillant de nuit dans les bois, n'est-ce pas, était de nature à ramener un peu de quiétude et de sécurité au château, n'est-ce pas? Mais je puis vous assurer que la chasse, qui est une de mes grandes passions, n'est-ce pas, était ma motivation première quand je me suis adjoint les services de Latreille. Cet homme était très compétent pour tout ce qui concerne la chasse. Il était toujours sérieux, ponctuel, efficace dans son travail, n'est-ce pas? Je ne peux lui faire que des félicitations à ce sujet, n'est-ce pas? Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Pas de questions, monsieur le président. Et vous, avez des questions? Oui, monsieur le président. Monsieur de Lénard, diriez-vous que mon client est d'un tempérament calme ou agité? Croyez bien que je suis saisi pleinement l'importance de votre question. Ma réponse sera très claire. J'ai toujours connu Latreille honnête, probe et intègre, n'est-ce pas? Pourtant, la charge de garde-chasse expose souvent un homme à de possibles disputes ou accrochages, n'est-ce pas? Avec lui, il n'y a jamais eu le moins de problème, n'est-ce pas? Je tiens à dire que Latreille est finalement un brave homme. En fait, il n'a fait que vouloir défendre sa propriété, n'est-ce pas? Il y a quand même eu meurtre, n'est-ce pas? Pas d'autres questions? Bien, je vous remercie, monsieur de Lénard. Vous pouvez rejoindre la salle. Venez ranger de Tressinsac pour si peu. J'ai dû annuler ma partie de chasse pour dire ce que j'avais déjà dit aux gendarmes. C'est incroyable ce petit monde de fonctionnaires, n'est-ce pas? Messieurs et mesdames, vous constatez que la production n'a pas hésité à satisfaire la demande de l'avocat pour satisfaire une personne témoignant que son client jouit d'une excellente réputation, et ce de la part de notables
Certes pas facile, ce monsieur le baron, Marc-Emmanuel Marie-Louis de Lénard. Et ce n'est pas tout. Maître Alibert a demandé l'audition du gendarme Jean Saint-Marc. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Greffier, appelez le témoin suivant. Jean Saint-Marc, à la barre. Vous ne prêtez pas serment puisque vous êtes déjà assermenté. Pouvez-vous nous rapporter les faits qui se sont déroulés le 25 mai 1920? Monsieur le Président, avant d'être en poste dans le Lot, j'ai été dans le Tarn-et-Garonne. J'ai eu l'occasion, au cours de ma mission, de rencontrer la victime, qui était assise au bord de la route le 25 mai 1920. Il a déclaré qu'il se nommait Sorel Joseph, qu'il était ouvrier, boulanger, né à Gignac, département du Lot. Il avait 44 ans. Il a dit que dernièrement, il était ouvrier chez M. Delfaux, boulanger à Crescensac, et qu'il avait quitté son patron le 19 mai dernier. Il a déclaré qu'il était sans travail et qu'il se rendait de Crescensac à Cahors à pied. Il allait vers Montauban. Depuis 10 jours, il était sans argent. En conséquence, le dit Sorel se trouvait en flagrant délit de vagabondage. Nous l'avons arrêté au nom de la loi et nous l'avons présenté à monsieur le procureur de la République de Montauban. Il a été conduit en chambre de sûreté à notre caserne en attendant d'être jugé. C'est tout ce que je pouvais vous dire, monsieur le Président. Merci, gendarme Saint-Marc. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, monsieur le Président. Et vous, maintenant, c'est votre témoin. Vous avez des questions? Pas de questions, monsieur le Président. Toutefois, une remarque également pour messieurs les jurés. Ces faits démontrent bien que ce Sorel en déshérence avait toutes les caractéristiques d'un homme potentiellement dangereux. Merci, maître. Gendarme, vous pouvez disposer. Vous avez entendu l'avocat? Potentiellement dangereux. Et pour conclure cette audition des témoins, messieurs et mesdames, il nous reste un élément essentiel. Le rapport du médecin légiste. Il nous faut du sang, messieurs et mesdames. Du sang, encore du sang. Sinon, ce drame est sans intérêt. Docteur Ferrière, à la barre pour votre déposition. Docteur Ferrière, à la barre, votre déposition. Monsieur le docteur Amélie Ferrière, vous exercez à Gourdon, dans le département du Lot, et vous avez été commis par monsieur le juge d'instruction auprès du tribunal civil de Gourdon, et après avoir prêté serment, vous êtes transporté jusqu'au lieu-dit le Moulin à Vent, sur la commune de Gignac, le 2 octobre 1920, en fin d'après-midi, afin d'examiner le cadavre du nommé Sorel, qui venait d'être assassiné à cet endroit. Vous avez donc pu examiner le corps. Alors, pouvez-vous nous rappeler ici les conclusions de votre rapport d'autopsie? Le corps du nommé Sorel, reconnu comme tel par les personnes présentes, est allongé sur le sol, au milieu d'une friche, non loin d'un moulin à vent, délabré et inoccupé. Les vêtements enlevés laissent apparaître la peau du flanc droit, blessé par toute une décharge de fusil chargée avec du plomb de calibre 4 ou 5. Et au milieu de ces blessures au plomb, on peut voir un trou plus grand, saignant, ressemblant à l'orifice d'entrée d'une balle.
centimètres au-dessus de la crête il y a, et 8 centimètres en arrière de la ligne axillaire. Alors, vous procédez ensuite à l'autopsie. Oui, j'ouvre le corps. La cavité abdominale contient une grande quantité de sang épanché, 2 litres environ. Le ventriculum est taché de sang et noirâtre. En dessous et à droite, je trouve la rate contusionnée et perforée. Dans Paris, dont quelques-uns ont pénétré à l'intérieur que par un projectile plus gros. On me dit qu'il doit s'agir d'une bille à jouer que le meurtrier aurait introduite avec les plombs dans son fusil. Au-dessus, je trouve le foie. Ainsi que le diaphragme qui sépare l'abdomen du thorax. J'ouvre alors la cage thoracique qui laisse s'échapper une certaine quantité de sang. La partie supérieure du front droit est également perforée. Et soulevant le lobe supérieur du poumon, je peux découvrir le trajet final du projectile qui est venu perforer la cage thoracique entre la 9e et la 8e côte, sous la peau, en dessous du sein. Ce est de grosseur moyenne. Il a pénétré au niveau du flanc droit. Il est passé entre la 11e et la 10e côte qui a été fracturée. Puis il a traversé la rate, le foie, le diaphragme, le poumon pour venir terminer sa course entre la 9e et la 8e côte. Il a suivi un trajet de bas en haut et de droite à gauche, ce qui permet de supposer que le meurtrier était en contrebas de sa victime et que celle-ci cherchait à faire demi-tour, c'est-à-dire avant d'être frappée. C'est donc cette bille qui a provoqué la mort. Oui, Monsieur le Président, c'est évidemment cette bille à jouer qui a provoqué une mort rapide comme une balle. Mais si le fusil n'avait été chargé qu'avec du plomb, la victime aurait succombé tout de même, étant donné les plombs retrouvés dans la rate. Mais elle aurait pu survivre quelques jours. Quelles ont été vos conclusions? Que vous pouvez le dire. Dans mon rapport d'expertise, daté du 16 octobre, la mort de Sorel est certainement due à une blessure très grave, consécutive à un coup de fusil
Merci, docteur Ferrière, pour cette démonstration précise. Vous pouvez regagner la salle. Messieurs et mesdames, la parole est à l'accusation. Le procureur représente la société, les honnêtes gens. Il nous protège contre les délinquants. Quelle condamnation va-t-il demander? Écoutons le réquisitoire. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, il m'appartient ici à vous demander de faire application de la loi. Et compte tenu de la gravité des faits, cette application doit se faire avec la plus grande sévérité. Il ne fait aucun doute que la Treille a prémédité son crime. Depuis quelques mois, le conflit qui opposait les deux hommes n'a cessé de grandir. La Treille ne supportait pas qu'on lui conteste la propriété de son moulin et voulait écarter Sorel par tous les moyens, même les plus extrêmes. La préméditation a été établie sur 3 faits notables. D'abord, le matin, il a proféré sans ambiguïté des menaces de mort envers sa victime. Ensuite, il a exprimé de façon très claire sa détermination à régler lui-même le problème par les armes si besoin était. Et enfin, il est resté sourd à l'admonestation de l'adjoint Faux qui lui demandait de ne pas faire de bêtises. Il n'a pas pu attendre. La Treille est un chasseur qui savait très bien ce qu'il faisait en se servant de son arme. Cet individu a tiré 2 fois sur sa victime. Au lieu de lui porter secours, il est retourné chez lui et a repris son arme. Pour un tel crime, commis avec préméditation, l'accusé n'aura droit à aucune, je dis bien aucune circonstance atténuante. Et je requiers contre lui la peine capitale. Oui, messieurs, dames, la peine de mort. Merci, monsieur le procureur. Mais vous avez la parole en dernier pour la défense de François Latreille. Merci. Monsieur le Président, messieurs les jurés, l'homme qui se tient devant vous aujourd'hui a commis l'irréparable en tirant sur Joseph Sorel et en le blessant mortellement ce triste après-midi du 1er octobre 1920. Et alors? On connaît la gravité de son acte. Il ne cherche pas à fuir ou à nier ses responsabilités. Il a même exprimé ses plus profonds regrets. Et alors? De quoi est-il coupable exactement? D'avoir voulu défendre son bien? De s'être défendu alors que Sorel l'avait agressé physiquement? D'avoir voulu prévenir d'autres exactions encore plus graves que s'apprêtait très certainement à commettre ce vagabond? Tout le monde à Gignac craignait Sorel. Tout le monde savait qu'il se promenait avec un couteau. Tout le monde savait qu'il menaçait les honnêtes gens. Dans toutes les demeures, on craignait pour les femmes et les enfants. Il frappait aux portes pour mendier son pain, avec souvent des airs menaçants. Et la nuit venue, on l'entendait rôder autour des fermes. Tout le monde redoutait qu'il ne mette le feu aux branches de récolte. C'est pourquoi je vous le dis, le crime commis par François Latreille, messieurs les jurés, aurait pu tout aussi bien être commis par n'importe quel habitant de Gignac. Sorel aurait un jour ou l'autre dépassé les bornes en se comportant de façon inadmissible, en se comportant de façon ignoble avec ses concitoyens, en les menaçant comme il en avait pris l'habitude de le faire. Et c'est pourquoi je vous le dis, la peur s'était emparée de Gignac. Et je suis certain que chacun de ses habitants a été soulagé en apprenant l'issue fatale, la mort de Sorel. Alors qu'auparavant, Sorel était un bon ouvrier, depuis quelques mois, non, depuis quelques années, il ne pouvait plus garder une place. Il avait cédé à la tentation de l'oisiveté, de l'errance, du vagabondage, de la délinquance. C'est vraisemblablement cette inclination, mais aussi le désarroi et la solitude dans laquelle il se trouvait qui ont pu petit à petit le désocialiser et le déséquilibrer. Il était devenu un être marginal, en dehors de la société, au bord de la folie. Il vivait de
de mendicité, de quelques rapines. Mais j'irais même plus loin. Il était devenu un être nuisible, un anarchiste. Pensez que jamais il ne s'était inscrit sur les listes électorales. C'est très certainement ce qui explique ses actes, notamment son entêtement à vouloir occuper le moulin. Et c'est pourquoi je vous le dis. C'est ce qui a fait de lui un être dangereux et redouté de tous. Mais l'accusé, qui est là devant vous, messieurs les jurés, et dont vous avez le sort entre les mains, François Latreille, est-il responsable de cette lente descente de la victime vers les abîmes de la marginalité et de la délinquance? Non, messieurs les jurés, François Latreille n'est ni responsable ni coupable de la déchéance progressive de Sorel. Et c'est pourquoi je vous le dis, il a été pris dans un engrenage qui le dépassait, un peu comme un personnage d'une tragédie grecque. Jamais de toute sa vie, François Latreille n'a eu affaire à la justice. Hein? C'est avant tout un honnête homme. D'ailleurs, son casier judiciaire est vierge. Et c'est pourquoi je vous le dis. Le sort l'a désigné, lui, pour accomplir ce que vous réclamiez tous. La peur, messieurs les jurés. C'est la peur qui est responsable du drame. François Latreille avait toutes les raisons d'avoir peur. Tout le monde avait peur de Sorel, de ses menaces, de son couteau dégorgeur. François Latreille avait été agressé par sa victime. Et du fait de son grand âge, il savait qu'il n'aurait pas la force physique de lui résister si Sorel venait lui faire son affaire, comme il le disait. Alors oui, il a pris son fusil, il l'a armé et il a tiré. Et alors? C'était pour se défendre, messieurs les jurés. Que pour se défendre. Nous sommes en fait devant un cas très simple de légitime défense. Et oui. Donc, bon, François Latreille est innocent. Donc je vous demande de l'acquitter purement et simplement. Merci. Merci, maître. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je suis innocent, comme un chien, comme on dit, je suis innocent. Messieurs et mesdames, c'est à vous d'agir maintenant. Feuillet blanc, Latreille est innocent. Feuillet vert, il est coupable. Votre verdict, par d'abstention possible aux assises, il faut choisir. Faute de temps, pas de bulletin secret. Levez les mains, blanc ou vert. Au simple coup d'œil, la majorité aujourd'hui à Gignac déclare François Latreille est coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais que s'est-il passé le 4 décembre 1920? Reprenons le cours de notre histoire. Après seulement une demi-heure de délibération, le jury est en mesure de rendre son verdict. En 1920, le jury n'est composé que d'hommes ayant du bien. Tous sont d'honnêtes propriétaires, des notables, des rentiers. Voyez, messieurs et mesdames, le dénouement de ce drame loquois. Le jury a-t-il rendu sa décision? Oui, monsieur le président. À la question, l'accusé François Latreille est-il coupable du meurtre de Joseph Sorel? La réponse est non. François Latreille, levez-vous. Vous êtes donc acquitté du meurtre de Joseph Sorel et pouvez quitter cette cour libre. La séance est levée.
1920, à Ginago, nord du Quercy, un pauvre gars fut refroidi dans les ruines du moulin à vent. Il s'installait de temps en temps, il disait qu'il était chez lui, que le moulin n'était qu'à lui. Il disait qu'il était chez lui, que le moulin n'était qu'à lui. Ce marginal, ce crime aveugle, à tout le monde faisait peur. De son couteau, il menaçait les braves gens qu'il rencontrait. On redoutait un mauvais coup, et puis on se disait surtout qu'un jour sur il mettrait le feu à quelques granges en quelques lieux. Qu'un jour sur il mettrait le feu à quelques granges en quelques lieux. Alors quand le propriétaire monta pour lui faire son affaire, pour un coup de fusil d'oxyde, tout le monde poussa un grand soupir. Ce vagabond, c'est asocial, il est guère le travail. C'était pour tous un grand danger, il fallait bien l'éliminer. C'était pour tous un grand danger, il fallait bien l'éliminer. C'est la complainte du moulin, de ce drame vous savez la fin. Au tribunal, le meurtrier fut tout simplement acquitté. Cette histoire, cette tragédie est encore dans tous les esprits. On a joué les théâtres pour vous la conter de notre mieux. On a joué les théâtres pour vous la conter de notre mieux.